Bonjour à tous. Alors, je suis très contente d'être ici. Donc, je m'appelle Elisa Guri et je vais essayer de vous présenter le modèle de The Family et de garder un peu de temps pour échanger en mode question-réponse. De ce que j'ai compris, là, l'intérêt de cette conférence, c'est vraiment de vous donner des tips à vous, potentiellement qui êtes entrepreneur, pour savoir qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut attendre quand on rejoint un accélérateur ou un incubateur ou une infrastructure comme The Family. Alors, je vais vous présenter la nôtre, elle est un peu spécifique, mais j'ai envie que vous vous projetiez et que vous vous demandiez est-ce que c'est fait pour moi ou pas, ce genre de structure d'accompagnement. Juste pour comprendre rapidement, qui dans la salle a déjà des clients et un produit à vendre? Ok, merci. Et qui pense à faire une start-up mais n'a pas encore passé le pas? All right, bon. Bah, super, soyez les bienvenus. Et les autres, qui ici a un accélérateur? Ok, c'est ce que je me disais, cool. Bon, donc je vais vous présenter le modèle. Ça, c'est le site web de The Family. Et donc, à The Family, on pense que anyone can become an entrepreneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas tout le monde, pas everyone qui va devenir un entrepreneur, mais ça veut dire que à l'ère numérique, ce qui est cool et ce qui est nouveau, c'est qu'un entrepreneur peut venir de anywhere, de n'importe où. C'était les seuls anglicismes. Hein. Je sais qu'ici, c'est très important de parler français, alors on va rester en français. Et ça, c'est la landing page de Family. Donc, c'était, dès le départ, en fait, une croyance qui était très forte quand on a démarré The Family avec mes deux associés, Nicolas et Oussama, qui était de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat beaucoup plus fortement. Et pourquoi? Parce qu'on était dans un contexte un peu spécial, qui était la France, quand on a initié le projet de The Family, où il y a un élitisme qui est très, 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 très fort, et où on n'a pas ce give back mindset, anglicisme numéro 2, c'est-à-dire le fait de donner et d'être, quand on a eu un petit succès et qu'on a du coup un peu plus de temps, de passer du temps à mentorer d'autres. Ça, c'est pas quelque chose qu'on avait culturellement qui était là en Europe. Et donc, on l'a un peu forcé avec mes associés. Alors, juste d'abord rester un tout petit peu sur le modèle de Family, comme ça vous avez la big picture. J'y arriverai pas avec les anglicismes. Donc, The Family, c'est pas un incubateur, c'est pas un accélérateur et c'est pas un fonds. On s'appelle The Family et ça veut dire quelque chose, c'est qu'on agit un peu comme une famille. C'est-à-dire qu'on va offrir de l'éducation, des outils et de l'accès au capital pour les boîtes qu'on accompagne. Et quand tu es dans The Family, tu es dans The Family toute ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un batch avec une date d'entrée, une date de sortie et tu t'en vas. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est une histoire de contexte et qu'en Europe, un des principaux problèmes que tu as, c'est que tu ne peux pas avoir la même rapidité d'exécution que dans d'autres écosystèmes où tout le monde est dans un mode business comme tu peux avoir en Silicon Valley. C'est-à-dire un batch de 3 mois, c'est beaucoup trop court pour passer de l'idée au produit et vendre. Tu n'as même pas encore eu le temps de faire toute ta paperasse administrative ou de vendre à un grand groupe, alors là encore moins. Donc il fallait qu'on soit là sur le long terme. Et une autre raison également, c'est qu'on parie sur des gens plus que sur des projets. Alors ça, c'est un truc qui peut vous intéresser, c'est finalement qu'est-ce qui fait qu'on sélectionne une start-up. Et je pense que cette règle, elle n'est pas propre uniquement à The Family, elle est propre à peu près tous les accélérateurs. Souvent, les gens vous disent, on ne parie pas sur des idées, vraiment, c'est la team, c'est l'équipe qui nous intéresse le plus. Et alors, plus précisément, ce que j'ai envie de dire, après 5 ans à sélectionner des start-up, ce qui va être intéressant et qu'on regarde à The Family, c'est comme si vous aviez 2 cercles. Donc, c'est un premier cercle qui est les gens, l'équipe. Évidemment, c'est hyper important. Un deuxième cercle qui est le problème qu'ils veulent résoudre. Est-ce que ce problème, il est gros? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est véritable? Est-ce qu'ils l'ont avéré? Est-ce qu'ils l'ont testé et vérifié? Et c'est l'intersection de ces 2 cercles, c'est-à-dire l'équipe, est-ce qu'elle a du lien? Est-ce qu'elle a vraiment connu dans sa vie passée? Est-ce qu'elle a expérimenté? Est-ce que ça fait sens, en fait, qu'elle s'occupe de ce problème-là? Est-ce que c'est une passion pour eux, ce problème auquel ils s'attaquent? Et plus cette intersection est grande, et plus déjà on se dit « Ah, il y a un truc à faire, on va les accompagner, ça make sense que cette équipe-là s'occupe de ce problème-là. » Donc c'est vraiment une intersection. Et plus cette intersection est grande, plus ça nous intéresse. Ensuite, ce qu'on va regarder
dans les startups qu'on accompagne, c'est je dirais la capacité d'apprendre. J'ai des gens qui arrivent et qui ont des compétences qui sont à un niveau très, 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 très élevé, mais on ne va pas les prendre. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'ils ne vont pas avoir une capacité d'apprentissage. À quoi on juge une capacité d'apprentissage ? Je crois à deux choses qui sont des qualités qu'on va aller rechercher dans les équipes de The Family, le courage et l'humilité. C'est très difficile de voir ça dans un entretien. Du coup, si on a un bon fit avec une équipe, on se met à travailler ensemble, on y va, et au bout de 3 mois, réciproquement, on décide si oui ou non, on se marie ensemble. C'est un peu un freemium modèle, c'est-à-dire on commence à travailler ensemble, on part d'ailleurs 3 jours, donc tous les 2 mois, il y a 20 startups qui rentrent dans The Family, on part 3 jours à la campagne, donc ces startups viennent de partout en Europe, et on va se focaliser sur les problématiques de la boîte, sur quelles sont les prochaines étapes auxquelles ils doivent avoir validé comme hypothèse, et on va essayer de leur faire gagner énormément de temps. D'accord ? Donc, on n'est pas un programme standard avec tout le monde va à tel workshop de telle heure à telle heure. Ça, c'est pas nous. On n'est pas à l'école. Si vous voulez, on est un peu plus le Montessori des startups. C'est-à-dire, on va s'adapter à chaque niveau de chaque boîte parce que tous les secteurs sont différents, toutes les équipes sont différentes et les niveaux auxquels ils rentrent sont extrêmement différents. Donc, on travaille avec elles, on se fixe des objectifs de la semaine à la semaine et les 3 premiers mois sont extrêmement intenses. Ce qui est intéressant quand vous rentrez dans un accélérateur ou un incubateur, c'est de bénéficier de cette intensité qui est très difficile d'avoir quand on est seul dans son équipe. D'accord ? Donc, il y a l'émulation du collectif, le fait de voir les autres avancer, le fait de se tirer vers le haut, ça compte. Et c'est vraiment ça, au début, qu'on veut mettre en place et être sûr qu'ils sont dans cette intensité-là. Et évidemment, donner énormément d'avantages, qu'on appelle de perks, de unfair advantages. C'est-à-dire que tu dépenseras moins bêtement ton argent parce que tu es au sein d'une communauté qui a fait pression pour que les services soient beaucoup moins chers. Donc ça, c'est aussi un bon truc pour regarder dans quelle infrastructure tu peux aller comme accélérateur ou incubateur. C'est tout simplement regarder la liste de partenariats et de perks qu'ils ont signés. À The Family, on a le meilleur deal, par exemple, avec Amazon Web Services. Tu ne payes pas tes serveurs. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Mais ça, c'est un hameçon, si je puis dire. Ce n'est pas la raison profonde pour laquelle tu vas rejoindre un accélérateur. Tu vas rejoindre un accélérateur parce que tu as entendu parler par les startups qui sont dedans de la qualité vraie. Est-ce que tes valeurs, à toi, elles sont alignées avec celles de cette famille que tu vas rejoindre ? Et ça, c'est très important. Je vais vous présenter quelques équipes qui sont dans The Family. N'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai envie qu'on prenne le temps d'échanger. Juste pour vous dire à quel point en fait le scope est très très large et qu'il y a pas, on est secteur agnostique, quoi. Donc là, tu as Agricool. Qui a déjà entendu parler de cette boîte-là ? Personne ? Waouh. C'est cool parce que ça c'est 2 fils de fermiers qui avait regardé une vidéo de mon associé Oussama Hamar. On fait beaucoup de contenus en ligne qui sont gratuits, que vous pouvez regarder, qui sont sur la page web ou qui sont sur YouTube, et qui parlait de tous les problèmes qui ne sont pas encore résolus. Et notamment un qui était les fruits et les légumes sans pesticides. Et eux, ils se posaient cette question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de pesticides dans les fruits et les légumes et comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y en ait moins ? Vous avez tous entendu parler du vertical farming. Ce qui a été prouvé jusqu'ici, c'est que sur des salades, on pouvait se passer de la lumière du soleil, se passer du champ classique et de le faire avec de la lumière LED et donc en reconstituant un cycle naturel. Et eux, ils l'ont prouvé sur les fraises. Alors c'est un peu plus compliqué parce que quand tu veux prouver ça sur des fraises, il faut que tu fasses intervenir des insectes, les bourdons, pour qu'ils viennent polliniser le fruit. Et donc du coup, ils sont arrivés, ils avaient juste une idée et on a dû s'adapter. Typiquement, c'est pas un cas classique. Eux, ils pouvaient pas avoir un prototype sans avoir levé au minimum 1 million. Ça coûte beaucoup d'argent de pouvoir prouver à l'échelle que dans un... Alors, eux, ils sont devant leur container, que dans un container, tu peux faire pousser des fraises avec des lumières LED. Ils l'ont prouvé, mais
Nous, avec eux, quand ils sont arrivés, ils étaient au tout démarrage. On savait que ces gens-là, il y avait une grande intersection entre qui ils étaient, fils d'agriculteurs, et leur envie de changer le mode de production et de consommation des fraises. Donc, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et la façon dont on les a accompagnés, c'était la première chose que tu dois prouver, c'est que tu peux faire pousser un pied de fraise. La deuxième chose, c'est que tu peux effectivement en faire beaucoup dans un petit espace qui se ressemble à un container. Et une fois qu'on aura prouvé ça, on va aller chercher des investisseurs, on va lever beaucoup et tu vas le prouver à grande échelle. Mais là, c'est un cas hyper particulier. On ne dira pas ça à toutes nos startups. Il y a beaucoup de startups pour lesquelles on leur dira va d'abord chercher des clients. Là, ce n'était pas possible. Voilà, Agricool, si vous voulez regarder, aujourd'hui, ils ont des containers partout et ils vendent leurs fraises à Monoprix. Monoprix, c'est pas ici Monoprix. Hein. Non. Ça, c'est Doctrine. Donc là, c'est une équipe de très jeunes. Lui, il a 23 ans, celui du milieu. Très jeunes ingénieurs qui voulaient faire en sorte qu'on ait accès aussi facilement que quand tu fais une recherche sur Google au legal case, à tous les cas de justice, d'interprétation de la justice. Ça s'appelle une jurisprudence, quoi. Et en fait, ça devrait être en open data, mais ça ne l'est pas. Et eux, ils l'ont rendu possible. Donc, eux, pour le coup, quand ils sont arrivés à The Family, ils avaient besoin de temps pour pouvoir développer au maximum leur offre, mais ils avaient déjà des clients qui étaient les avocats, qui étaient capables de payer assez cher pour utiliser leur service. Et donc, Doctrine, pour l'instant, c'est uniquement en France, mais ça va aller, je pense, assez rapidement partout en Europe, et puis ensuite plus à l'international. Ils avaient besoin de se focaliser sur le produit, d'être pris au sérieux par beaucoup plus large en termes de cabinet d'avocats, parce que quand tu as 23 ans et que tu vas t'adresser à un cabinet d'avocats, tu as moins de légitimité. C'est à ça, nous, je pense qu'on leur a servi principalement, c'est d'appuyer leur impact auprès de cette cible qui prenait assez de haut des petits jeunes qui voulaient leur vendre un software. Ça, c'est Stanley Robotics, donc c'est des chercheurs qui sortent d'un labo et qui vont monter un robot qui permet d'aller déplacer des voitures dans les parkings pour optimiser l'espace du parking. Donc clairement, quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas encore quel était le use case. Ils avaient cette technologie. Ils savaient qu'ils pourraient driver un véhicule dans l'espace de manière optimale, mais ils se demandaient qui peut avoir besoin de ça. Typiquement, dans les parkings, le terrain a tellement de valeur que si on arrive à prouver qu'on fait gagner de l'argent en parquant plus de voitures, là, il y a un case. Et ça, on l'a trouvé ensemble et ils l'ont vendu à tous les aéroports, parce que dans un aéroport, la moindre place de parking est du revenu pour cet aéroport. Et ça, c'est une de mes chouchous. Donc ça, c'est une jeune nana qui est dans le sud de la France et qui s'amuse à écrire des messages sur des gâteaux. Puis à un moment, elle se dit, j'ai envie d'en faire plus. Donc elle va créer toute seule sa machine pour le faire. C'est là qu'elle rentre à The Family parce qu'elle se dit, j'ai pas les bons contacts, comment est-ce que je vais aller trouver les bons fabricants de la machine qu'il me faut, j'ai envie d'être prise au sérieux, donc j'ai besoin d'appui, j'ai besoin d'être backée, j'ai besoin de gens qui me soutiennent, je veux pas être seule dans la négo, quoi. Et donc maintenant, elle a ses machines, elle peut imprimer des milliers de gâteaux avec les messages que vous voulez. En fait, c'est B2B, donc il y a plein de startups, d'ailleurs aussi de grands groupes, qui font appel à Shanty Biscuit pour pouvoir mettre le petit message d'amour dans les produits. Et puis ça, c'est une autre équipe qui s'appelle Algolia. En 2 lignes de code, dans n'importe quel SaaS ou sur ton site web, tu peux avoir l'expérience de search d'un Google. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'as plus à coder par toi-même le fait de pouvoir chercher au sein de ton site. Eux, c'est un cas un peu particulier parce que c'est des mecs qui nous ont fait confiance dès le départ quand on était personne, quand on a démarré The Family la première année. Ils avaient principalement besoin de se focaliser sur l'exécution de leurs produits et de vendre à
d'autres startups, parce que ceux qui voient l'intérêt d'un produit comme celui-là, c'est d'autres startups. Et leur marché, clairement, il n'était pas en Europe. Leur marché, il était en Silicon Valley. Et ce qui était intéressant avec Algolia, c'est que ils avaient besoin d'aller donc du coup en Silicon Valley, et même c'était pertinent qu'ils aillent à Y Combinator. Qui connaît Y Combinator? Non? C'est un accélérateur de start-up qui est basé en Silicon Valley, qui est très puissant, et c'est vraiment un catalyseur de start-up dans ce style-là. Dropbox, Airbnb sont sortis de Y Combinator. Y Combinator, c'est vraiment un modèle pour tout ce qui est accélération de start-up, surtout dans le type software, SaaS. Et donc, on a appuyé leur candidature. On connaissait pas mal de monde qui était partenaire dans Y Combinator pour qu'ils puissent y aller. Et pour eux, ça a été un formidable décollage d'être là, au cœur de cet écosystème, parce qu'au sein de cette communauté, c'était leurs clients qui étaient là. Et ces clients sont devenus de grandes boîtes, dont Genius, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Genius, mais qui a mis en place, et parmi plein de startups, et en fait, il y a plein de services que vous utilisez qui ont mis en place Algolia. Alors, un truc qui est important, je pense, quand vous rentrez dans une infrastructure, et moi, ce que je recherche principalement dans les startups qu'on accompagne à The Family, c'est qu'on crée énormément de communication. Voilà. Y a un truc, quand on est entrepreneur, ce qui est très difficile, c'est de savoir au jour le jour qu'est-ce que je dois faire. Il n'y a plus personne, il n'y a plus un boss pour nous dire voilà ta to-do list. Et donc les ressources intérieures, parfois, elles sèchent, quoi, hein. On ne sait plus si on va dans la bonne direction, etc. Et c'est à ça que va servir l'infrastructure dans laquelle vous êtes. Et le truc qui va avec, en sous-jacent, hein, c'est d'être capable de communiquer ouvertement, en permanence, sur n'importe quel sujet. Parce qu'a priori, l'infrastructure pourra vous aider sur n'importe quel sujet. Mais on n'a pas le réflexe de toujours partager nos problèmes du moment. Je vous donne un exemple. Agricool, on a créé la confiance suffisante pour qu'ils nous parlent de tout et qu'on puisse, du coup, quand on est pertinent, intervenir pour les aider. Ils vont poser leur premier container en dehors de notre cave pour la première fois. C'était il y a 2 ans. Et boum, ils se pluguent, plus d'électricité. Bon, leur premier réflexe, c'est de nous appeler, dire aidez-nous. Et on va se débrouiller. On est 30 full-time dédiés pour nos boîtes. On va se débrouiller pour trouver le bon contact du mec qui va lui repluguer son électricité au moment où il en a besoin. Donc, communiquer et être dans une règle qui est vraiment fondamentale à The Family, c'est le pay it forward. Pay it forward, ça veut dire quoi? Ça veut dire je te donne avant de savoir comment est-ce que moi, je vais récupérer. Et cette attitude-là, c'est un peu comme un muscle qu'il faut entretenir. A priori, on n'est pas naturellement généreux, mais là, vraiment, on force le truc, soit pay it forward, c'est-à-dire donne avant de savoir comment tu vas récupérer, et ça va te revenir. Là, je me rends compte qu'en fait, il reste 1 minute et que j'ai beaucoup trop parlé, donc j'ai envie de vous laisser poser des questions. On a 1 minute. Allez-y, hein. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Je me demandais, c'est quoi votre modèle d'affaires, dans le fond? Comment vous faites vos revenus? Alors, on a refusé dès le départ de prendre des subventions publiques parce qu'on pensait que c'était hyper important de rester indépendant et loin des institutions. On a refusé également d'être un incubateur corporate, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent des grands groupes. La première année, on a été chercher de l'argent de Business Angel. On a levé 250 000 € juste pour prouver qu'on pouvait mettre en place une infrastructure qui allait fonctionner pour aider les startups. Mais on ne savait pas encore comment on allait faire de l'argent. Et en fait, on filmait toutes nos conférences, on les mettait en ligne sur YouTube. Donc pour ça, vraiment, je vous invite à les regarder parce que c'est gratuit et ça aide. Et il y avait plein de gens qui les regardaient. Et j'ai commencé à recevoir des emails de ces gens qui me disaient « Est-ce que je peux assister à ces confs ?» Je dis « Ah bah non, il faut bien qu'il y ait un avantage à ce que mes startups, elles me donnent un pourcentage de leur equity quand même. » Et après, je me suis dit « Oui, mais ça c'est une demande. S'il y a une demande, c'est qu'il y a un potentiel marché. » Donc on a créé des cours le samedi qui s'appelaient « Coup d'État, apprends à entreprendre ». On a fait payer 1/4 du prix d'un MBA en France
d'un prix d'une grande école de commerce. On faisait payer ça 2 500 €. Il y a 100 personnes qui ont commencé à s'inscrire et à payer upfront. Donc j'avais fait 250 000 balles en une semaine, parce que j'avais mis le... Après, il fallait exécuter, il fallait donner ses cours. Et tout était en ligne. Et du coup, c'était intéressant, c'est que c'était aligné avec notre stratégie. Plus il y a de monde qui apprend l'état d'esprit entrepreneurial, et plus c'est bon pour nous, parce que du coup, ils vont connaître The Family, on parlera le même langage, et quand ils vont apply à The Family, ça va bien se passer. Mais ça, je l'ai fait en long, en large, en travers, c'est-à-dire coup d'état sales, coup d'état gros hacking, coup d'état design. Donc c'était un premier business model. Et ensuite, cette méthodologie qui était, j'ai un laboratoire pour voir quels sont les problèmes de mes startups, je vais bootstrapper une solution pour elles. Si ça make sense, alors j'en fais un business. Je l'ai développé plus largement. Donc aujourd'hui, en fait, on a plein de joint ventures qui résout des problèmes pour nos startups, qui sont quasi gratuites pour nos startups et payantes pour celles qui ne sont pas dans The Family. Donc ça va de l'impression de t-shirts. On a une boîte qui s'appelle Kimono qui fait de la super impression de logos, parce que toutes les startups en ont besoin, sauf qu'on le fait avec un vrai customer care, beaucoup d'attention dans l'exécution, jusqu'à comment est-ce que tu trouves une boîte de recrutement. Toutes nos startups, il y en a plein qui montent et elles galèrent à trouver et à recruter des employés qui ont l'état d'esprit startup. Il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux en France, super diplômés, etc. Mais il y en a très peu qui sont passés par des expériences type Facebook, Google. Et en fait, toutes ces grandes boîtes, elles agissent comme des écoles. Et on manque de ça profondément. Donc, c'est des gens très, très talentueux qui arrivent dans les startups, mais qui ne sont pas prêts au mode chaotique de la start-up, et donc qui déchantent et qui s'en vont. Donc on a créé une formation qui s'appelle Lyon, et qui permet à nos startups de recruter des gens qui sont acculturés. Donc on passe du temps à acculturer ces gens. J'en ai comme ça 5 des joint ventures qui me permettent de ramener de la valeur à la holding de Family. Voilà, ça c'est mon business model. Et sur le long terme, mon business model, c'est l'equity que je prends dans les startups. J'espère que il y aura... Ah ouais, il faut que j'arrête là, c'est ça. Voilà. J'ai trop parlé. Bon, bah merci. Et avec plaisir pour vous revoir. Je suis là. Merci beaucoup Alice. Merci. Donc, merci, super. Donc, après avoir eu un peu une vue sur ce qu'un accélérateur ou un écosystème d'entrepreneurs peut faire, on va avoir le point de vue d'une jeune entrepreneur qui a démarré son entreprise il y a 2 ans. Amira, qui vient d'Algérie, qui a 28 ans, qui est ici depuis, ça fait 6 ans qu'elle est au Québec. Et donc, ingénieur, je ne me trompe pas, de formation. Donc, il veut aider le secteur manufacturier à se renouveler, à être plus performant, plus efficace par l'adoption de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques. Et donc, elle a fait pas moins de 5 programmes d'incubation ou d'accélération. Elle va nous partager son expérience. Alors, elle pourra vous donner des trucs sur comment choisir vos programmes d'incubation. Donc, Amira, à toi. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Amira. Je suis la cofondatrice et présidente de l'entreprise Bridger. Et puis, bon, je vais faire un petit peu écho à ce qu'a dit Alice et puis vous donner le point de vue vraiment start-up sur pourquoi nous, on a fait des programmes d'accélération et d'incubation, ce qu'on a appris, ce qu'on aurait dû faire différemment, et puis les questions qu'on se pose aujourd'hui avant de faire un programme, en fait, avec mon équipe. Donc déjà, pour commencer quelque part, je vais vous dire ce que fait Bridger. Bridger, c'est une plateforme numérique, c'est un marketplace qui aide les entreprises manufacturières à trouver, à qualifier et à travailler avec des experts et des fournisseurs technologiques pour faire la transformation numérique de leur chaîne de production. Donc en fait, avec d'autres mots plus simplement, une entreprise, elle peut venir, elle va nous dire j'ai envie de mettre un robot dans ma chaîne de production. On va lui dire quel est le robot le plus adapté à sa chaîne de production. Puis tout se fait sur notre plateforme. Puis comme l'a dit Chloé, on a fait plusieurs programmes, incubation, accélération. C'est un petit peu tous les logos que vous voyez sur la slide. Et puis ce que je vais essayer de faire, c'est vous raconter un petit peu notre histoire, pourquoi on les a fait et puis qui on était à chaque fois. Donc si je devais commencer au tout début, donc nous on a lancé Bridger fin 2015, début 2016.
Puis au tout début, la seule chose qu'on avait, moi je suis ingénieure en informatique, donc j'avais fini, j'ai une maîtrise en management, puis j'ai fait de la recherche dans le monde industriel. Donc j'écrivais des cas sur des entreprises industrielles, c'est ce que je connaissais. C'était la seule expérience que j'avais. On avait une idée qui était vraiment de mettre en lien, d'aider ces entreprises à trouver les experts avec qui ils travaillent. Et puis, j'avais aussi un ami un peu fou qui, aujourd'hui, est mon cofondateur. Je dis un peu fou parce qu'il habitait en France. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je vais lancer ma start-up. Et puis, est-ce que ça te dit de venir faire ça avec moi? Puis, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il a dit oui. Et puis, il a pris un avion, il est venu. Mais je suis très, très contente qu'il ait fait ça. Et puis, on s'est inscrit au Founder Institute. Je ne sais pas si vous connaissez, le Founder Institute est un incubateur qui, à la base, est à Palo Alto. C'est vraiment l'incubateur de la Silicon Valley. On a cette image, mais il y a le Founder Institute ici à Montréal. Donc, on s'est inscrit, puis tout le monde nous disait « ils vont vous dire si vous avez un ADN entrepreneurial ». On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. On s'est dit « bon, on va tester, on va voir ce que ça donne ». Quand on s'est inscrit, on s'attendait à travailler dur, mais on s'est dit, c'est bon, c'est un incubateur de la Silicon Valley, on va devenir un unicorn, on va s'amuser, ça va être, on va voir, c'est bon, on a été accepté, c'est bien. Mais en fait, pas du tout. J'ai mis quelques images de comment ça s'est réellement passé pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez Founder Institute, mais on a commencé à 60, on a fini à 10. C'est des pitchs chaque semaine, et puis chaque semaine, tu es noté. Et puis tous ceux qui ont des notes en dessous d'une certaine moyenne, sont remerciés. Puis on passe à autre chose, puis on avance. Ça a été très... moi qui ne buvais pas du tout de café, j'ai appris à faire ça dans le Founder Institute. On a beaucoup travaillé, on a rencontré énormément de monde. Moi, je ne viens pas de Montréal, donc je ne connaissais personne dans la sphère entrepreneuriale de Montréal. Et puis c'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens. Puis le masque là, c'est parce qu'on se rend vite compte qu'il y a une différence entre vouloir être un entrepreneur et être un entrepreneur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le travail qu'il faut mettre derrière? Puis on parle beaucoup de tout ce qui est syndrome de l'imposteur et tout. Ça aussi, on découvre réellement ce que c'est, puis qu'il faut vraiment travailler. Donc c'est un petit peu ce qu'on a appris. Et puis, on est passé, si je devais dire, du Founder Institute, ça a commencé en janvier 2016. On a terminé en mai 2016. Ça a été très, très intense. Mais Bridger est né là. Et puis, mon cofondateur et moi, on est devenus réellement cofondateurs là. On a appris à travailler ensemble. Mais si aujourd'hui, avec la rétrospective, ce qu'on se dit, c'est qu'on aurait dû beaucoup plus oser. On connaissait personne, on ne savait pas ce que c'était, on avait du mal à aller parler aux gens, on n'était pas encore sûr de ce qu'était Bridger et tout. Donc là, si je devais dire une chose qu'on aurait fait différemment, c'est vraiment oser. Profiter plus des mentors, parce qu'il y a des personnes exceptionnelles qui mentorent dans ce genre de programme. Et puis, ils donnent de leur temps. Beaucoup font ça gratuitement, et puis il faut en profiter. Je ne sais pas si vous étiez là plus tôt, avant Alice, il y avait Bruno Morancy qui a donné une présentation. Bruno Morancy, je l'ai rencontré pendant le Founder Institute il y a 2 ans. Et puis, aujourd'hui, il est sur mon comité aviseur. Donc, c'est resté mon mentor. On a créé des relations, et puis là, on travaille toujours ensemble. Et puis, ces mentors-là, je pense que c'est la réelle valeur de ces programmes. Après, il y a la précipitation parce qu'on veut, quand on commence, on a une idée, on pense qu'on a tout compris, on pense que c'est bon, c'est facile, on va tout faire rapidement, mais en fait, c'est tellement pas le cas. Il faut prendre le temps de vraiment apprendre ce qu'on veut faire, ce que c'est, et puis aller une étape après l'autre. Je pense que griller les étapes, c'est l'erreur qu'on fait beaucoup quand on fait ce genre de programme, parce qu'on prend confiance en nous, on se dit on a été accepté, on fait partie des rares qui ont été pris et tout et tout. Mais au final, on a été pris pour travailler encore plus. Puis je pense qu'il faut en prendre conscience. Donc après le Founder Institute, donc on termine, on est en août 2016 maintenant, puis on est une toute jeune start-up. On a une minuscule expérience entrepreneuriale, on commence à connaître les gens, on commence à voir comment ça fonctionne. L'été 2016, c'est l'été où j'ai participé à mon premier Startup Fest. Et puis j'avais participé avec le programme Starving Startups, donc où tu postules parce que tu n'as pas d'argent pour te payer un billet. Donc c'est comme ça qu'on avait eu notre premier billet. Billet pour le Startup Fest. On avait un bébé startup, on avait un MVP, on avait quelques pilotes. Puis le Founder Institute nous a cadrés
dans quelles devraient être les étapes qu'on devait suivre pour construire notre business. Donc, c'est tout ce qu'on avait. Et puis, comme je l'ai dit, c'était plus un ami, maintenant mon cofondateur, c'est devenu mon cofondateur. Puis on travaillait ensemble, on a essayé de commencer à construire une équipe. Puis c'est pour ça qu'on a fait l'accélérateur d'HEC Montréal Banque Nationale. Pourquoi on l'a fait? Pour une raison très simple, c'est qu'après le Founder Institute a un mindset très américain. Et puis nous, on est dans une industrie, c'est le manufacturier, c'est l'industriel, c'est très classique. On avait besoin d'un réseau, mais d'un réseau très québécois. On avait besoin de rencontrer les manufacturiers ici et tout. Puis le réseau d'HEC était ce qu'il nous fallait à ce moment-là, parce qu'il était lié aux familles, aux affaires, aux entrepreneurs, aux gros groupes et tout. Puis c'est ça ce dont on avait besoin à ce moment-là. Donc on a fait ça, et aussi parce que l'accélérateur donne des bureaux gratuits pendant 1 an, et à ce moment-là, on en avait vraiment besoin. Et puis il faut s'avouer les vraies choses. Donc c'était vraiment les 2 raisons pour lesquelles on a fait. Puis c'est un accélérateur académique, donc on s'attendait à ce qu'on soit assis dans une classe, puis qu'il y ait des gens qui viennent nous apprendre des choses. On ne s'attendait pas vraiment à apprendre beaucoup de choses sur notre modèle d'affaires et tout, puis on y allait vraiment en mode, on va essayer de prendre le maximum qu'on peut. Mais au final, l'accélérateur, ce que ça nous a appris, c'est on a commencé à réellement connaître notre industrie. Puis on a commencé à aller voir les manufacturiers ici, à leur montrer ce qu'on faisait, à voir ce qui nous manquait. Je pense que ça, c'est le plus important, vraiment, à se rendre compte qu'au début, Bridger, c'était quoi? C'était la mise en relation des consultants et des manufacturiers. Puis là, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, révolution industrielle oblige, si on ne met pas de la technologie dans tout ça, ça ne sert à rien. Donc, on a rajouté ce volet, puis on a commencé à explorer tous les modèles d'affaires autour de ça qui nous permettraient d'en faire un vrai business. Parce que c'était bien beau de se dire, hey, c'est Bridger, c'est ça, mais si on n'arrive pas à avoir de l'argent, puis si on n'arrive pas à avoir des clients qui nous payent, ça ne servait à rien. Puis c'est pour ça que j'ai mis la fille avec les mains sales, parce que je me dis qu'on a vraiment mis les mains dans la compagnie. Vraiment à ce moment-là, on a vraiment commencé à voir toute la route qui nous restait, tout ce qu'on ne savait pas, toutes les choses qui allaient être compliquées à gérer. On a eu nos premiers stagiaires, donc puis avoir des gens qui ne sont pas ton cofondateur au début, tu te rends compte que la compagnie, ce n'est pas toi. Il faut que tu expliques à quelqu'un ce que c'est. Puis il faut que tu donnes envie à quelqu'un de travailler avec toi. Donc tout ça, c'est un apprentissage qu'on a eu. Puis l'accélérateur nous a beaucoup aidés parce que le Founder Institute était très, tu dois push, tu dois toujours faire mieux. L'accélérateur, c'était assieds-toi et réfléchis à ce qui va mal, puis de quoi tu as besoin pour pouvoir aller à la prochaine étape. C'est ça ce que ça nous a appris. Et puis, comme pour le Founder Institute, ce qu'on aurait fait différemment, c'est peut-être profiter encore plus du réseau. L'accélérateur d'HEC avait quand même un très bon réseau dans le secteur industriel pour nous. On trouve aujourd'hui qu'on n'en a pas profité assez, mais c'est aussi peut-être parce qu'on sait plus de choses aujourd'hui, donc on sait mieux ce qu'on cible. La compétition, on s'est rendu compte on a toute l'impression que notre idée est unique, que ce qu'on fait, il n'y a personne d'autre qui fait la même chose et tout. Puis pendant l'accélérateur, on s'est rendu compte que même si tu n'as pas de la compétition directe, tu as tellement de substituts, tu as tellement d'autres choses que les entreprises vont faire que il faut faire attention à ça aussi. Et puis on apprend énormément de ce que les autres font. Donc nous, aujourd'hui, on a certains de nos compétiteurs, nos substituts, on voit tous les jours, toutes les semaines ce qu'ils font, puis on essaye de s'inspirer pour essayer de faire les bonnes choses ou pas, puis se positionner. C'est à partir de là, au tout début, on ne parlait pas trop, on était très, on va être under the radar, on ne sait pas ce que c'est, on ne va pas trop parler de Bridger, on ne va pas être là, j'aurais jamais parlé sur scène aujourd'hui, il y a quelques temps, mais on a appris grâce à ce programme qu'il fallait se mettre dans la place où tes clients vont te donner la légitimité dont tu as besoin. Donc, nous, dans le secteur industriel, on n'est pas québécois à la base, puis on ne connaissait pas beaucoup de monde. On avait vraiment besoin de construire un réseau, de construire une légitimité qui faisait qu'on sait ce que c'est l'industriel. Puis, je reste une femme, donc à chaque fois, on me disait « Mais qu'est-ce que tu fais dans ce domaine? Mais est-ce qu'on t'écoute sur des chaînes de production ?» Puis, oui, on m'écoute, mais une fois qu'on parle technique, je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est qu'une chaîne de production, je sais ce que c'est une chaîne d'assemblage, et puis je suis capable de dire, OK, c'est ça ce qui te manque, et puis de suivre les conversations. Donc, c'était très important aussi de montrer ça et puis de livrer ça.
Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait avec ça. Puis on a fini en décembre 2016. Puis l'accélérateur a un Demo Day où c'est une compétition en fait. On avait fini 3e lors de la compétition de pitch. Puis à partir de janvier 2017, on s'est dit, bon là c'est fini, on ne fait plus aucun programme. On en a enchaîné un après l'autre. Ça a été on a vraiment appris beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, on se disait, bon, là, on a vraiment besoin de travailler. Et puis, on avait besoin d'aller chercher des fonds, on avait besoin d'avoir des clients, on avait tellement de choses à faire que être challengé sur notre modèle d'affaires, ça nous disait pas trop, en fait. C'était, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis, et pourtant, on a commencé à travailler avec plein de personnes différentes, dans le premier, le CEIM, puis il y a l'équipe du CEIM ici, qui, les gens ne le savent pas, mais c'est un programme d'accélération en commercialisation. Donc, ce n'est pas 3 semaines, ce n'est pas 3 mois, c'est quand on a besoin à travers ton évolution, puis on travaille avec eux sur toute notre commercialisation. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'au lieu qu'on mette de l'argent dans notre BizDev en recrutant quelqu'un en faisant tout seul, ben là, on paye encore moins, définitivement, que si on recrutait quelqu'un. Et puis, en plus, on est coaché à apprendre à faire notre commercialisation. Parce que nous, moi, je ne suis pas à la base, mais pas du tout une vendeuse. Vendre, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéresse. Mon cofondateur, encore pire. La preuve, il n'est même pas là, il n'aime pas parler aux gens. Il ne faudra pas lui dire que j'ai dit ça. Mais donc, on n'est pas des vendeurs. Donc, on a dû vraiment apprendre à dire ce qu'on fait. Puis, on est dans le domaine manufacturier. Et puis, on s'est rendu compte que la sphère entrepreneuriale à Montréal, le manufacturier, ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Donc, il a fallu aussi dire pourquoi on fait ça, puis ce qu'on fait là-dedans, et puis pourquoi c'était important, pourquoi il fallait qu'on nous fasse confiance. Puis, on a un marketplace, on a des experts, on a des manufacturiers, puis on travaille aussi avec des organismes. Puis, donc, c'est vraiment des façons de parler très, très différentes. Puis là, ils nous aident avec ça. Puis, on a fait un programme, puis je l'ai mis ici, c'est Accelerate Montreal. C'est un programme d'Innovia Capital. C'était sur 3 jours pendant le C2 Montréal en 2017. Puis, j'ai mis ce programme pour dire qu'un programme d'accélération ou d'incubation, ce n'est pas forcément plusieurs mois. Il y a des fois où c'est des programmes, c'est 2 jours, c'est intense, tu apprends tellement de choses que ça vaut complètement la peine. Donc, nous, on avait fait ça. Puis, Paris & Co, c'est un programme d'accélération pour du développement de marché. Puis ça, c'est mon cofondateur qui l'a fait. Donc, il a passé 4 semaines en France pour vraiment, parce qu'on essaie de développer notre marché là-bas. Puis, ils l'ont aidé à rencontrer des gens. C'est vraiment mieux que de trouver ça tout seul. Donc, puis, ça serait mentir que de dire que tous les programmes qu'on a fait, c'est pas grâce à ça qu'on est arrivé à la vision qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre vision, c'est pas juste d'être un marketplace, mais c'est devenir la première plateforme pour les données industrielles. Donc c'est quelque chose la donnée industrielle, c'est en général le gouvernement ou les gros firmes de consultation, puis en général, c'est les données d'hier. Donc aujourd'hui, si on veut se préparer à où on va, puis comment on va produire demain, on a besoin de savoir ce qui se passe. Puis c'est ça ce qu'on veut créer aujourd'hui. Puis tous ces programmes, tous ces réseaux qui sont complètement différents, puis au début, on ne savait même pas qu'on allait faire, en fait, tous ces programmes nous ont aidés à arriver là. Puis si vous voulez en savoir un peu plus sur qui on est aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on existe. On a fait plusieurs programmes. On les fait vraiment selon les besoins de la compagnie au moment X. On est arrivé à une vision pour laquelle on travaille dur. On est en train de closer notre premier financement en VC en ce moment. Et puis, on est 5 aujourd'hui. Il y a Clémentine qui est juste là, mais on a une réelle équipe à temps plein qui travaille avec nous. Et puis, ça change complètement la dynamique de passer d'être juste 2 cofondateurs à vraiment une équipe qui est là tous les jours et qui travaille avec toi. Puis, aujourd'hui, quand on se demande si on fait un programme ou pas, je vais vous montrer en fait les questions que nous, on se pose. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi on fait un programme. Et puis, c'est complètement bien. Tu sais, ça peut être parce que tu as le financement qui va avec. Puis, ça peut être parce que tu as juste envie d'avoir le branding de l'accélérateur. Puis, je pense que ça n'a pas un problème, mais il faut qu'au sein de l'équipe, on sait pourquoi on le fait. Puis, si c'est pour le branding, ou si c'est pour le financement, ou si c'est pour le réseau ou autre, au moins, ça nous permet de vraiment travailler pour réaliser notre objectif. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que faire un programme d'accélération, d'incubation, on a l'impression que c'est une fin en soi. Mais en fait, pas du tout. C'est une décision d'affaires qui est censée apporter quelque chose à ta business. Puis, il faut définir ce que c'est que ça vous apporte. Donc, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que c'est le bon moment?
Nous, on a postulé à d'autres accélérateurs, incubateurs où on n'a pas été pris. Et puis, il y en a certains où aujourd'hui, avec le recul, je suis heureuse qu'on n'ait pas été pris parce que c'était définitivement pas le bon moment. Donc, ça dépend à notre évolution, à l'équipe, vers où ça va. Donc, le timing est important. Je l'ai dit au début, mais il faut profiter du programme. Et puis, le Demo Day, là, c'est pas une fin en soi. C'est pas vrai qu'on va lever des fonds le jour du Demo Day. Ça se prépare avant, ça se travaille après. Puis, tout le programme, profiter des mentors, profiter du réseau, savoir pourquoi on est là, c'est vraiment ce qui est important. Après, bon, le Demo Day, c'est sûr que c'est fun, tu t'amuses, tu parles à plein de monde, il faut bien le préparer et tout, mais ça se prépare vraiment tout le programme et puis même après. C'est très, très rare de closer quelque chose en un seul jour. Par contre, tu rencontres des gens et puis tu construis des relations. La quatrième, c'est j'ai mis rester honnête. Parce que pendant ces programmes, on rencontre des mentors. Puis les mentors, ils vont soit te détruire, puis te dire que ce que tu fais, ça sert à rien, ou te dire que c'est génial. Puis je pense qu'il faut savoir être honnête avec soi-même et accepter quand ce qu'on nous dit qui n'est pas bon, ça ne marche pas. Et puis qu'il faut travailler dessus. Mais en même temps, il faut aussi faire la paire des choses. Nous, il y a des mentors qui nous ont descendu. Une des choses sur laquelle on nous a descendu très, très souvent, c'est pourquoi vous qualifiez des experts. Ça ne sert à rien de qualifier des experts. Aujourd'hui, c'est une de nos propositions de valeur principales que de qualifier des experts. Donc, les gens, ils ne connaissent pas forcément... Les mentors connaissent leur domaine. Puis, il faut faire attention à prendre le bon, puis à éliminer le mauvais de chacun. J'ai mis avoir une bonne équipe, c'est tout. Et puis, il faut savoir qui c'est dans l'équipe qui fait le programme. Nous, le Founder Institute, c'est moi qui l'ai fait. L'accélérateur d'HEC Montréal, on a fait en sorte que mon cofondateur en fasse le maximum. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin que lui aussi ait une formation que moi j'avais. On avait besoin qu'on puisse se comprendre puis qu'il sache certaines choses pour qu'on puisse avancer en équipe. Quand on est des équipes avec des cofondateurs, très souvent on laisse le CEO tout faire. Mais en fait, les cofondateurs, c'est très important qu'ils soient impliqués dans les programmes parce que si vous voulez grandir ensemble, puis que quand il y a un VC qui arrive, il n'éjecte pas l'un d'entre eux, il faut que tout le monde ait vraiment sa place, puis que tout le monde comprenne le pourquoi du comment. Et puis, ce n'est pas forcément le CEO qui va bénéficier de ces programmes. Ça peut être n'importe quel membre de l'équipe, il faut juste savoir pourquoi c'est cette personne qui le fait. Et puis, à la fin, j'ai mis, faut toujours s'amuser, on travaille très dur tout le temps. Et puis, il faut en profiter, il faut s'amuser. Nous, on s'est fait des amis, les gens au Founder Institute, à l'accélérateur, on continue à se voir, on se parle beaucoup, on s'entraide. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu sais, quand on est entrepreneur, on le dit souvent, on est souvent très, très seul. Mais grâce à ce genre de programme, on a des familles, puis on s'entraide avec différentes personnes. Je suis contente parce que il me reste 0 minute, puis j'ai fait mon temps. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les différents programmes. Oui, par où je commence?